Oui, bon, je salue d'abord tous les auditeurs d'RFM. C'est vrai que je parle rarement, j'agis beaucoup, je suis plus un homme d'action qu'un homme de parole. Mais bon, c'est ainsi que les choses vont aussi. Toutes les personnes ne sont pas bâties de la même manière, comme on pourrait dire. Et pourtant, de 2000 à 2012, c'est-à-dire durant toute la présidence Abdoulaye Wade, vous avez été ministre, sauf pendant la parenthèse SICAP. Vous avez été directeur général de cette société nationale immobilière entre 2001 et 2005. Une mise à l'écart du gouvernement à l'époque, c'est ça ? Oui. J'ai quitté le gouvernement après 1 an et quelques au ministère de la Pêche et des Transports Maritimes. J'ai quitté, je suis allé dans la construction. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? Des problèmes avec Abdoulaye Wade et le reste de son entourage? Idrissa Seck, par exemple? C'est très compliqué tout cela. Mais en tout cas, j'ai quitté, c'est que je ne veux plus revenir sur cette période-là. Ensuite, on m'a, disons, rétabli dans mes droits, comme on pourrait dire, puisque quand même, j'étais parmi les plus grands cadres du Parti démocratique sénégalais et c'était pas compréhensible, disons, que je sois mis en dehors du gouvernement à cette période-là. Et à votre retour dans le gouvernement Wade, après cette parenthèse SICAP, comme je disais, les différents ministères que vous avez occupés, ça ne sort pas de l'urbanisme et de l'habitat. Pourquoi cette particularité pour un mathématicien comme vous, un informaticien? On va y revenir d'ailleurs sur votre parcours. Oui, bon, comme vous le savez, bon, j'ai été à la SICAP, donc je pense que j'ai aussi marqué la SICAP. Hein. On a réalisé beaucoup de projets, on a rebâti, refondé la SICAP. Je pense qu'à partir de là, le président Abdoulaye Wade a pensé que je pouvais aider dans sa politique de l'habitat, dans la définition de l'urbanisme. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi l'hydraulique, l'assainissement, il y a beaucoup de domaines dans lesquels j'ai pu travailler. Je pense que, bon, dans l'ensemble, je pense quand même que nos départements ont été des départements qui ont marqué. Quand on parle de fonctions ministérielles, on pense forcément au plan Diakhaï, qui a eu des suites judiciaires à la chute d'Abdoulaye Wade, l'affaire Diakhaï, les produits phytosanitaires, Aïda Ndiong et plusieurs autres de vos collaborateurs inquiétés par la justice mais blanchis plus tard. Vous n'avez jamais été entendu dans ce dossier. Pourquoi? Oui, d'abord, bon, comme vous le savez, d'ailleurs, ça aurait été intéressant de comparer ce que Diakhaï a fait et ensuite ce qui a été fait sous le septennat de Macky Sall. Bon, mais d'abord, sous Diakhaï, je dois le dire tout de suite, moi j'étais ministre en charge de Diakhaï, j'assume bien sûr toutes les actions, tous les actes qui ont pu être menés au niveau de ce ministère, mais c'est Macky Sall, en tant que Premier ministre, qui a signé tous les marchés de Diakhaï. Tous les marchés qui dépassent 100 millions. Ces marchés pointés par la justice C'est Macky Sall, en tant que Premier ministre, qui les a approuvés. Donc, à ce moment-là, bon, si on devait poursuivre quelqu'un, c'est M. Macky Sall et non pas moi. Je pense que peut-être que ça a été un des problèmes de ce dossier. Sur la CREI aussi, la Cour de répression de l'enrichissement illicite, les différentes personnalités de l'ancien régime Wade citées, il y a votre nom. On vous a jamais vu convoqué par la CREI? Oui, on m'a convoqué, je pense, pendant quelques minutes. Hein. J'avais déjà détaillé dans votre journal, dans l'Observateur, j'avais détaillé tous mes biens, tous mes comptes, dont tout était clair. Donc quand on m'a convoqué, j'ai juste eu à présenter ce journal-là, une copie de ce journal-là, en disant voilà mes biens, voilà et tout ce que j'ai comme compte. Mais en fait, je ne pouvais pas être attaqué. Ils le savent bien. Je suis pas un homme riche. J'ai pas des biens à l'étranger. J'ai pas de compte à l'étranger. J'ai pas des milliards. J'ai pas tout ça. Et votre dossier à la CREI, toujours en instruction ou classé? Moi, je pense qu'il a dû être classé, je suppose. Hein. Bon, parce qu'à ma connaissance, il y a un seul dossier qui est en cours au niveau de la CREI, c'est le dossier de notre ami Abdoulaye Baldé. Mais je pense que tout le reste est classé depuis. Le plus impressionnant, Oumar Sarr, dans votre parcours politique surtout, ce sont vos fonctions de maire de Dagana depuis l'érection de la localité en commune à la faveur de la réforme de 1996, l'acte 2 de la décentralisation. Alors que vous étiez dans l'opposition, quand vous gagnez
Dagana. Depuis 22 ans, vous êtes le maire de cette ville du nord du Sénégal, dans la géographie traditionnelle du Waalo. C'est votre fief. Oui, bon, Dagana d'abord est une commune de plein exercice depuis 1960. Hein. Bon, mais c'est vrai que il y a eu la réforme qui a redéfini un peu toutes les communes. Dagana, c'est ma ville natale, c'est mon Waalo, c'est ce qui a de plus cher en moi. C'est là-bas où j'ai grandi, c'est là-bas où j'ai connu tous les plaisirs du monde. Donc j'aime Dagana, j'aime le Waalo, ça c'est très clair. Vous allez encore vous représenter dans un an aux prochaines élections municipales, jamais battu là-bas? Oui, bon, disons qu'aux dernières élections législatives, hein, nous n'avons pas gagné dans la commune. Bien sûr. D'ailleurs, c'est la question sur laquelle je vais enchaîner, parce que jamais battu aux élections municipales, mais là, vous commencez à perdre du terrain si on regarde justement les résultats des dernières législatives. Et même avant, lors du dernier référendum, vous avez perdu du terrain en Marsar, Dagana. Non, pas du référendum. Au référendum, on a progressé. Dans toutes les élections, nous avons progressé. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'aurais bien voulu vous amener voir ceux qui sont venus voter à Dagana. Ils sont à Thiès, ils sont à Touba, ils sont à Tivaouane, ils sont à Dakar. Ah bon, des électeurs téléportés? Téléportés. Mais ces gens-là, je les connais. Ils sont venus me voir pour la plupart d'entre eux en disant dans quelles conditions on les a téléportés, comme vous dites. Bon, mais Dagana, bon, tout le monde, nous connaissons très bien. Dagana aujourd'hui, personne ne peut nous battre avec, disons, les armes conventionnelles. Hein. Bon, maintenant, si on déporte avec des milliers de personnes juste pour changer le parole d'un futur vaincu, là. Non, moi je ne peux pas. C'est-à-dire, j'ai pas voulu. Tout le monde le sait à Dagana, j'ai pas voulu que ça se termine dans le sang. Parce que quand même, c'est pas normal. Il y a eu les conditions aussi où on a changé la loi au moment du vote, où on a permis à ce que le préfet puisse juste donner des bons pour voter. Hein. Et donc, il n'y avait pas besoin de carte d'identité, il n'y avait pas besoin de rien du tout. Donc, à ce niveau-là, c'est ça qui a changé la donne, disons, au niveau de l'électorat. Mais toutes les élections, et nous gagnerons les autres élections. Que ce soit moi, que ce soit une autre personne, que je ne connais pas aujourd'hui l'équipe qui sera mise en place, nous gagnerons les prochaines élections à Dagana. Parce que nous sommes plus forts, nous sommes plus représentatifs et nous sommes aimés. Parce que nous sommes Dagana. Les prochaines municipales dans un an, vous allez vous représenter? Vous savez, à chaque jour suffit sa peine. Hein. Donc, nous allons d'abord préparer l'élection présidentielle de 2019 et nous allons essayer de la gagner au niveau national et de la gagner dans le département et dans la commune. C'est ça qui est le plus important et nous allons nous organiser après pour les élections municipales. Nous sommes à 2 mois de cette élection présidentielle au Marsar. Le PDS, dont vous êtes le secrétaire général adjoint et coordinateur national, le PDS a maintenu Karim Wade candidat du parti malgré ce que certains considèrent comme une tentative de forcer les choses, parce que la loi ne permet pas à Karim Wade de se présenter à ce scrutin en raison de sa condamnation de 6 ans par la CREI, ce qui l'a d'ailleurs empêché de s'inscrire sur les listes électorales. Et la loi, il dit que si on n'est pas sur les listes électorales, on le répète depuis, que si on n'est pas sur les listes électorales, on ne peut pas être candidat à la présidentielle. Alors pourquoi le PDS a-t-il déposé la candidature de Karim Wade auprès du Conseil constitutionnel pour ce scrutin du 24 février? Oui, ben Babacar, vous avez dit beaucoup de choses dans cette parenthèse-là. Bon, mais d'abord, je dois dire que pour nous, il va de soi que la candidature de Karim Wade est une candidature valable, totalement légale. Je reviens sur ces questions de condamnation. C'est vrai, il a été condamné par la CREI. La CREI créée, instrumentalisée par Macky Sall pour justement l'éliminer d'une élection présidentielle. Mais nulle part dans la loi électorale, il n'est dit que si on est condamné, si on est condamné, je reviens sur ça. À plus de 5 ans. Oui, à plus de 5 ans, la loi électorale ne dit pas ça. La loi électorale dit précisément que tous les Sénégalais électeurs peuvent être candidats à l'élection présidentielle. Et la loi définit ce que c'est qu'un électeur. Un électeur,
ça, je parle donc des articles, je peux citer les articles. J'ai d'abord cité l'article L57, et là je cite l'article L27, qui dit que les électeurs sont électeurs, tous les Sénégalais qui ont 18 ans accomplis et qui ont leurs droits civils et politiques. Et Karim Wade, grammaticalement électeur, c'est celui qui est sur le fichier électoral? Non, malheureusement non. La loi ne dit pas cela. La loi est très précise. Je parle de l'article L27 de la loi électorale et je parle de l'article L57 de la loi électorale. Bien sûr, le commun des mortels pense qu'un électeur, c'est celui qui est inscrit. Et d'ailleurs, la loi, au niveau des députés, pour être candidat à député, il faut être électeur inscrit. C'est bien écrit, électeur inscrit pour les députés. Pour l'élection présidentielle, nulle part on a dit qu'il faut être un électeur inscrit. On dit simplement qu'il faut être sénégalais électeur. Donc, pour nous, il n'y a aucun doute, Karim Wade peut être candidat. En plus, vous avez parlé de l'inscription. Tout le monde sait, vous vous rappelez bien, Karim Wade est allé s'inscrire au niveau du Koweït. Et quand il s'est inscrit sur la liste électorale. Et c'est Ali Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, qui l'a rayé des listes électorales illégalement. Il y a eu des procédures qui sont en cours, mais nous considérons même que Karim Wade quand même est inscrit. Il n'a pas le droit, le ministre de l'Intérieur. Il n'a pas le droit de rayer. Ce n'est pas une bataille que vous avez perdue parce qu'après avoir saisi la Cour suprême, elle dit qu'elle est incompétente et qu'elle ne peut pas juger ce dossier. C'est ça, mais il y a une bataille qui se mène au niveau aussi de la sous-région, au niveau international. Bon, quand même, et même cette condamnation, vous avez vu le comité des droits de l'homme de l'ONU, le comité il dit carrément qu'on doit reprendre ce procès-là. On ne peut pas condamner par la CREI. Le procès n'est pas encore repris. Donc on reste en l'état du point de vue des considérations et des conclusions de la CREI jusqu'à nouvel ordre. Oui, mais c'est jusqu'à nouvel ordre si vous voulez. Mais il y a tout un ensemble de dossiers qui est en cours. Mais même, je vous ai dit, même si on considère qu'il n'est pas inscrit, même si on considère qu'il n'est pas inscrit du fait de l'application de la loi, je vous ai dit que Karim Wade peut être candidat. Et les articles sont très clairs. Je vous ai cité les articles appropriés au niveau de la loi électorale. Et pour nous, il n'y a pas de doute. Il y a un autre élément que les gens les avancent, c'est le casier judiciaire. Parce que c'est les deux qu'ils mettent. Il y a un casier judiciaire qui n'est pas vierge. C'est comme si on demandait, pour être candidat, on demandait un casier judiciaire vierge. Alors que normalement, sur le casier judiciaire de Karim, il est marqué, il a été condamné pour 5 ans ou 6 ans et il a été condamné par la CREI. Mais je vous ai dit tout à l'heure que la CREI, en le condamnant, a dit que Karim maintenait ses droits civils et politiques. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, le ministre de l'époque, le ministre de Sidiki Kaba, qui était ministre de la Justice. Oui, qui était garde des Sceaux. Et confirmé cet arrêt de la CREI sur cette partie-là des droits civils et politiques de Karim Wade. Et il avait dit que Karim Wade pouvait être candidat à la prochaine élection présidentielle. C'était très clair, très explicite pour tout le monde. C'est vrai que le nouveau garde des Sceaux qui veut faire de la politique au niveau de Rufisque, Ismaïla Madior Fall, qui veut faire de la politique à pair au niveau de Rufisque, bon, il est obligé de bouger un peu et de montrer qu'il est fidèle à la paire, et il va plus loin que tout le monde. C'est-à-dire que vraiment c'est honteux pour le ministre de la Justice de se prononcer sur des questions aussi, des questions que le Conseil constitutionnel même doit régler. Il a dit ces dernières heures sur notre antenne que le ministre de la Justice a le droit de commenter des décisions de justice déjà prises. Il commande à l'Assemblée nationale devant les députés. Et il dit que Karim ne peut pas être candidat alors que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé. C'est ça le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Candidature impossible selon le porte-parole du gouvernement Seydou Gueye que nous avons reçu dimanche dernier dans cette émission. Mais l'APR a peur. L'APR a peur de Karim Meïssa Wade. l'APR a peur de la candidature de Karim Meïssa Wade et a peur de la candidature de Khalifa Ababacar Sall. Ça c'est clair. Toutes les condamnations, toute la CREI, le montage de la CREI, le montage du dossier de Karim Meïssa Wade, de Karim Meïssa Wade et ensuite de Khalifa Ababacar Sall montre qu'ils ont peur de ces deux candidats. Et c'est quand même grave pour un pays comme le Sénégal. Il y a quand même, on a une constitution, on a des lois, et quand même ces lois-là sont au-dessus de tout le monde. Quand on doit condamner quelqu'un,
même y compris quand on doit déchoir de son droit civique, il faut explicitement que la personne soit condamnée. Ça, c'est la justice au niveau de la justice internationale qui le dit. Il faut explicitement qu'on dise cette personne-là, on lui a enlevé, on lui a retiré ses droits politiques et civils. Mais quand on ne l'a pas levé, ces personnes-là peuvent être candidats. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, depuis 2012, vraiment c'était l'engagement du régime de l'APR, c'est éliminer d'abord les personnes qui étaient les plus visibles au niveau politique. C'était donc quand le gouvernement dit candidature de Karim Wade impossible à cette présidentielle, l'affaire elle est pliée presque. Vous voulez dire que le Conseil constitutionnel est un conseil constitutionnel du gouvernement? Je n'ai pas dit ça. Oui, bon, on peut le déduire de ce que vous avez dit. C'est vrai que quand même nous avons déposé les dossiers quand même sans illusion aucune. Sans illusion, parce que c'est un combat qui est aussi un combat politique. Sans illusion, parce que le Conseil constitutionnel, on l'a vu appliquer aux dernières élections législatives, on en parlait, aux dernières élections législatives à 2 ou 3 jours des élections, ils ont modifié une loi pour que les personnes qui ont ce qu'ils appellent les primo-inscrits puissent voter, mais en fait toutes les personnes qui n'avaient pas de carte d'identité, de nouvelles cartes d'identité puissent voter avec les anciennes cartes d'identité. C'est ce Conseil constitutionnel-là qui a donc couvert la fraude électorale au niveau des élections législatives. Donc nous n'avons pas d'illusion, mais nous savons que c'est un combat quand même politique, mais vous avez bon, je pense raison de dire que faut pas attendre grand-chose enfin vous l'avez pas dit sous cette forme, mais faut pas attendre grand-chose de ce Conseil constitutionnel-là. Mais nous pensons. Vous dites nous allons déposer la candidature, mais le Conseil va invalider. Non, nous l'avons pas dit, parce que nous, vous savez, quand on a déposé, j'ai là la copie du dossier, on a quand même déposé en expliquant sur certains endroits, en expliquant la situation réelle. Par exemple, je vous dis, au début du dossier, dans le dossier de candidature, on dit il faut mettre votre numéro de carte d'électeur. Bon, je pose numéro de carte d'électeur. Et ensuite, je reviendrai sur le parrainage sur cette question-là. Le dossier de Karim Wade, s'il n'y a pas la carte d'électeur comme indiqué, le dossier est incomplet. Hein. vous me faites rire parce que, en réalité, quand vous regardez le dossier de candidature, vous vous rendez compte que on demande le numéro de carte d'électeur. Numéro de carte d'électeur. Karim Wade n'en a pas. Non, je vous dis, c'est ce qu'eux, ils oublient. Et c'est quand même grave pour un pays comme le Sénégal. Quand on demande, on dit quel est votre numéro de carte d'électeur, ils ne savent plus, ils ne savent pas eux qui ont fait les lois, qui ont fait tous les actes réglementaires et légaux, ils ne savent pas qu'il n'y a plus de carte d'électeur. Donc personne n'a de numéro de carte d'électeur. Il n'y en a pas. Ah oui. Il n'y en a pas. Et ils ont partout, quand même dans le dossier des parrainages, ils demandent numéro de carte d'électeur, numéro de carte d'électeur. Avant la loi, la carte biométrique, il y avait des cartes d'électeurs et des cartes d'identité. Il y avait 2 cartes. Maintenant, il y a une seule carte qui est en même temps carte d'électeur et carte d'identité. Et si vous voyez les rubriques qu'il y a dans cette carte d'identité, il y a bien sûr numéro carte d'identité, hein, très clair, numéro carte d'identité, c'est le numéro qu'on dit numéro de la CEDEAO. National et CEDEAO. Numéro carte CEDEAO, non, c'est un seul numéro carte CEDEAO. Oui. Et quand vous, derrière, au verso, vous voyez numéro électeur. Il n'y a plus de carte d'électeur. Donc, eux, ils demandaient un numéro qui n'existe pas. Alors qu'on dépose au Conseil constitutionnel. On dépose au Conseil constitutionnel. Les choses doivent être précises, à votre avis. On nous demande un numéro de carte d'électeur qui n'existe pas. C'est quand même particulièrement. Et ensuite, et d'ailleurs, dans les dossiers de parrainage. Dans les dossiers de parrainage, pareil. Numéro carte d'électeur, numéro électeur. C'est la même chose. C'est la même chose. Hein. Si on dit numéro carte d'électeur, ça veut dire qu'il y a une carte d'électeur et qu'il y a un numéro derrière. Il n'y a plus de carte d'électeur. Je regrette. C'est-à-dire cette confusion qu'il y a dans les actes réglementaires, dans les arrêts. Confusion, mais vous aussi, vous essayez de jouer sur les nuances, ces détails-là, dans votre bataille politique. Peut-être c'est de bonne guerre. Non, nous, on a dit, quand ils ont dit de mettre le numéro de carte d'électeur, nous avons dit, attention, il n'y a pas de carte d'électeur. Mais qu'est-ce que nous devons mettre? Nous avons dit, nous pouvons mettre... Vous n'avez pas déposé une requête pour souligner qu'il y a problème dans les conditions que le Conseil constitutionnel met en place pour le dépôt des candidatures à cette élection. Il y a d'abord des recours qui sont là-bas au niveau de la Cour suprême. Des recours déjà contre la loi parrainage et les actes concernant le parrainage, hein, les arrêtés. C'est des recours qui dormiront là et qui seront peut-être étudiés après l'élection présidentielle. Bon, donc
On ne va pas tous les jours déposer des recours et des recours. Là, ils demandent un numéro, ils disent numéro carte d'électeur, ça n'existe pas. On dit que ça n'existe pas, mais nous allons vous donner à la place un numéro de carte d'identité que nous avons, parce qu'ils ont refusé pendant un moment de nous... Oui, justement, numéro carte d'électeur ou numéro d'électeur, l'un dans l'autre, Karim Wade, il n'en a pas. Non, il a un numéro de carte d'identité quand même. Oui, on demande le numéro de l'électeur. Non, on demande le numéro de carte d'électeur. Carte d'électeur, il n'y a plus de carte d'électeur. On demande un numéro qui n'existe plus. Donc, quand on nous a dit un numéro, il y a deux compréhensions. Soit on met le numéro de la carte d'identité, soit on met le numéro d'électeur. Mais nous pensons que le numéro d'électeur, c'est pas pertinent, puisque je vous ai cité tout à l'heure les lois. Il y a l'article L57 qui dit que tous les Sénégalais sont électeurs, mais en même temps, l'article L27 de la même loi dit que sont électeurs tous les Sénégalais qui ont 18 ans accomplis et qui bénéficient de leurs droits. Donc, il y a aussi dans votre dossier les signatures que vous avez recueillies auprès de vos militants et de ceux qui peut-être ont voulu bien donner leur parrainage à Karim Wade. Vous les avez établis, ces parrainages, pas sur des fiches classiques, mais des fiches aux couleurs du Parti démocratique sénégalais. Il y en a qui disent, mais alors à quoi joue le PDS? Pourquoi des fiches bleues, jaunes? Bon, d'abord, vous savez, les couleurs du PDS, c'est pas le jaune, c'est en jaune, hein. Les couleurs du PDS, c'est pas le jaune, les couleurs du PDS, c'est le bleu. Bon, maintenant, il y a eu des modèles que le ministère de l'Intérieur a envoyés. Depuis des années et des années, moi je suis chargé des élections, avant d'être le secrétaire général national adjoint, j'étais chargé des élections. Donc chaque fois, avant chaque élection, le ministère de l'Intérieur envoie des arrêtés où il y a des modèles de fiches. Ces modèles de fiches-là, nous les mettons sous la couleur que nous voulons, toujours, depuis toujours. Donc là, toujours, depuis longtemps, nous les mettons en jaune, depuis toujours. Donc c'est des modèles. Nulle part, il n'est précisé la couleur. On a juste dit le modèle, le format sous lequel on doit donner. C'est les données qui sont importantes et non pas la forme jaune, bleu. C'est pas ça qui est important. Donc nous avons respecté de ce point de vue-là totalement ce que nous avons respecté, l'arrêté du ministériel. Donc personne ne peut nous opposer une couleur quelconque, puisque ça c'est une pratique depuis des décennies. Depuis des décennies, quand on nous présente ces modèles-là, nous les mettons dans la couleur. Votre candidat, en tout cas Oumar Sarr, il est toujours en exil, entre guillemets, si vous voulez, c'est selon. Depuis la grâce présidentielle dont il a bénéficié, Karim Wade toujours au Qatar, sa sortie ce vendredi, une lettre et un enregistrement audio. Il adopte une forme de communication assez spéciale, votre candidat. Non, c'est intéressant. Si je pense que là, cet appel aux Sénégalaises et aux Sénégalais est quand même, je pense, vient à son heure. Il y a beaucoup de personnes qui se disaient peut-être même qu'il était en prison là-bas, où il avait des contraintes quelconques. Moi qui suis allé plusieurs fois le voir au niveau de Doha, je peux vous dire que qu'il est totalement libre, et c'était intéressant que les gens entendent sa voix et que les gens lisent son écrit mais entendent sa voix. Et je pense que son message aussi est très clair. Hein. J'ai dit mon appel intervient dans un contexte où le chef de l'État sortant veut choisir lui-même ses adversaires parce qu'il n'a pas le courage d'affronter au grand jour les critiques et les remises en cause. Oui, et certains adversaires, oui. Donc Karim Wade, donc Khalifa Ababacar Sall. Et Karim Wade, à travers ce qu'il dit, n'avoue-t-il pas un peu que sa candidature, elle ne passera pas? Non, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons déposé sans illusion. Mais ce qui est important dans son message, je crois qu'il a défini les objectifs. Il a dit, d'abord, il faut rassembler. Il y a trois axes. Il a dit rassembler, ensuite développer, rassembler, protéger, développer. C'est ce qu'il a. Il a commencé par expliquer pourquoi il faut rassembler le Sénégal qui est aujourd'hui divisé, politiquement divisé par Macky Sall. Donc il commence par le rassembler. Il poursuit sur comment il faut aujourd'hui protéger les secteurs les plus vulnérables au niveau du Sénégal. Et il montre aussi, il donne des éléments de comment il faudra probablement développer le pays. Il revient encore sur rassembler. C'est rassembler, si on veut, sur le même encadre, rassembler, protéger, développer, rassembler à nouveau, parce que
que c'est le rassemblement qui est quand même la force principale de ce message. Et quand dans cette même lettre, Karim Wade parle de gouvernance clanique de Macky Sall, est-il bien placé pour parler de ça, lui, à qui son père voulait transmettre le pouvoir selon ce qu'on savait, ce qu'on en disait. À l'époque, ça nous a valu la plus grosse manifestation contre un projet de loi le 23 juin 2011. Est-ce que Karim Wade aujourd'hui peut parler de gouvernance clanique de Macky Sall? Bon, d'abord, vous parlez de 2011, de la manifestation du 23 juin. Bon, la manifestation du 23 juin, c'était pas contre Karim Wade. Il y avait une loi qui... En filigrane, un ticket présidentiel, on avait pensé qu'Abdoulaye Wade devait nommer son fils vice-président et lui transmettre le pouvoir. Ça, on ne va pas revenir, on va refaire... Vous pensez qu'Abdoulaye Wade allait être candidat président et son fils candidat vice-président? Mais c'est quand même totalement absurde. Ça n'a jamais été envisagé par le président Abdoulaye Wade. Je peux le dire tout de suite. Il a envisagé qu'il y ait vraiment un duo, mais lui et une autre personne, parce que moins âgé, parce que quand même il avait déjà un certain âge. C'était ça l'objectif. C'est vrai qu'il y avait des problèmes dans cette loi, notamment dû aux 25% là qu'on exigeait. Je pense que c'était la partie la plus faible de cette loi, quand on demandait donc les 25% pour être éligible, pour être élu. Bon, donc donc je ne suis pas contre Karim Wade. Bon, mais cela étant dit, qu'est-ce qu'on constate? Macky Sall, il y a ses frères qui sont dans le gouvernement ou autour du gouvernement. Qu'est-ce qu'on constate? Il a son beau-frère dans le gouvernement. Et son frère est autour du gouvernement. Je dis dans le gouvernement et autour du gouvernement. Son frère, il est le DG de la caisse de dépôt. Il est le maire de Guédiawaye. Et il est ceci, il est cela. Il est le président des maires, je crois. Je pense, ça, ce sont des associations privées. Bon, c'est en privé, c'est en tant que privé qu'il est dans ces associations-là. C'était pas en tant que frère du président Macky Sall. Non, bon, donc il y a tout un lobby quand même, qu'on le dise ou qu'on le, on a quelquefois peur de le dire, mais bon, il y a quand même un lobby tout couleur qui autour de lui. Bon, c'est pas bien pour le Sénégal. Bon, le Sénégal doit être. C'est pourquoi Karim insiste sur rassembler les Sénégalais. Pour vous, Macky Sall fait preuve d'un clanisme ethnique. Oui, il y a sa famille, il y a ses amis. Bon, c'est des, comme on dit, des copains et des coquins. Bon, mais c'est tout un régime qui est là, qui a ses... Alors là, c'est grave, Omar Sarr, quand vous le dites comme ça. Oui, quand je dis comme ça, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on est obligé quand même aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'on attaquait Karim en disant c'est le ministre de la terre et je sais pas. Enfin, il y avait un terme qu'on a, la terre et du ciel ou je sais pas quelque chose comme ça, en disant que c'était lui le fils du, le fils du président, c'est lui-même lui le président bis, etc., etc. Donc ça, bon, et on quitte cette critique-là pour directement aller dans un gouvernement où Macky Sall lui-même a certaines positions, n'oublie pas sa famille, n'oublie pas ses parents, n'oublie pas ses amis. Mais ça, c'est quand même une situation qu'on peut constater. Ses amis ne sont pas tous de toute couleur. Il y a d'autres qui ne sont pas. Mais je veux dire que il y a quand même un problème. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Les nominations, moi, je vois surtout sur le net, chaque fois, je vois des listes de personnes, je ne regarde pas toujours les nominations, mais des listes de personnes qui sont tous associées. Bon, ça se voit. Bon, je pense que vous faites le point. Moi, je parle à la liste du gouvernement et des gens qui ont été nommés depuis lors. Mais bon, probablement, vous pouvez le trouver sur le net. Je peux vous l'envoyer dès tout à l'heure, si vous voulez. Oui. La liste, en tout cas, comme... On a vu ça. Vous avez déjà vu. On a vu ça et vous pensez que c'est le genre de débat qu'il faut poser? Est-ce que ce n'est pas aussi un peu sensible de prendre les choses sous cet angle-là? Non, c'est pourquoi il faut rassembler les Sénégalais. C'est-à-dire il faut arrêter. C'est-à-dire comme vous avez dit, on avait attaqué Karim sous un certain angle. Il faut dépasser ça. Il faut rebâtir un Sénégal sur une base plus saine. Et ça, je pense que nous, responsables politiques, nous devons de bâtir ce Sénégal-là, et qui est un Sénégal différent, qui est un Sénégal unifié ou réunifié,
avec toutes les... Et je pense même que dans le texte de Karim, il dit qu'avec toutes les ethnies, toutes les régions, enfin, avec toutes les sensibilités, toutes les confessions, etc. C'est ce Sénégal-là. On est nation sur cette base-là. Et la nation, c'est autour de ces questions-là et autour, pour nous, de la nécessité d'aller plus loin dans le continent africain. La question que je vais vous poser maintenant, vous étendez, c'est celle-là, hein, vous l'attendiez aussi. Ouais. Karim Wade, il rentre quand au Sénégal? Oui, bien sûr, je m'attendais à ça, puisqu'on m'a posé cette question-là maintes fois. Il va sans dire que Karim, en tant que candidat, va venir ici au Sénégal pour faire campagne avec nous. Bon, donc, comme vous le dites, aujourd'hui, je n'ai pas la date précise. Hein. Je préfère vous le dire comme ça. J'ai pas une date précise, mais je pense qu'il est en train de se préparer. Et bon, très rapidement, je pense qu'il fera un communiqué pour dire exactement quand est-ce qu'il viendra. Il viendra au mois de décembre, avant la fin de ce mois de décembre. Décembre, on est déjà en fin décembre. Je pense plutôt que s'il doit venir, ce serait en janvier plutôt qu'en décembre. Mais en janvier, première quinzaine de janvier. Mais vous savez, parce que la campagne électorale doit démarrer si sa candidature est validée. Oui, mais vu que Macky Sall qui court là, parce que là on est, je pense que à partir du 3 janvier, je pense qu'il ne doit plus y avoir de publicité. Donc il est en train de vouloir inaugurer tout, faire tout avant le 3 janvier pour pouvoir rester dans le temps. Donc il y a, je pense qu'un mois avant. Il va peut-être bénéficier de sa casquette de président de la République. Il va lancer le terre mi-janvier, etc. Il va encore en faire là. Mi-janvier. Ah bon. Normalement, après le 3 janvier, je sais pas, après on va enlever toutes les casquettes à pair et tout ça, parce qu'on n'a pas le droit de montrer, en tout cas, des images montrant que la paire est en pré-campagne ou en campagne. Bon, à partir du 3 janvier, un mois avant la campagne électorale, on n'a plus le droit de le faire. Bon, maintenant, est-ce que... Dites-nous maintenant sur Karim Wade, il vient dans la première quinzaine de janvier, logiquement. Moi, vraiment sur les dates, je préfère aujourd'hui, que Karim Wade lui-même parte en communiqué. Je ne suis pas dans le jeu, le chat à la souris est en train de... Karim le dira. Très rapidement, je pense qu'il fera un communiqué dans ce sens-là pour dire exactement quand est-ce qu'il viendra. Il n'a pas peur de cette menace de Macky Sall, en retour en prison s'il remet les pieds au Sénégal à cause des 133 milliards de francs CFA de demande de la CREI? Oui, bon, vous savez, ça, ce sont des menaces. Bon, nous, ce qui est le plus important aujourd'hui, pour nous, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est de défendre la démocratie. Et lui, en tant que candidat, il se veut un candidat qui veut approfondir la démocratie. Nous allons défendre. Nous allons le défendre, nous allons le préparer. Sa venue, nous allons l'accueillir, le défendre. Et en le défendant, on défend plus que lui, on défend la démocratie et le pays. Je pense que c'est bon, maintenant il y a les menaces, il vient, on va l'emprisonner, est-ce qu'ils peuvent, est-ce qu'ils ne peuvent pas, mais c'est des menaces, ils ne veulent pas qu'ils viennent. Et c'est assez clair, au moins, ils ne veulent pas qu'ils viennent au Sénégal. Et Macky Sall l'a dit récemment, je ne sais pas si au niveau de la France, hein, France 24, ou en tout cas au niveau d'une télévision, il avait dit qu'il était prêt, disons, après l'élection, s'il passe, il était prêt à réfléchir à une amnistie. Amnistie pour lui et ensuite pour Khalifa Sall. Bon, mais donc, c'est comme ça il dit, donc ne venez pas, ne venez surtout pas. C'est ça qu'il ne veut pas qu'ils viennent. Bon, nous, on veut qu'ils viennent. Est-ce que Karim Wade et vous êtes prêts à le faire revenir, qu'il revienne au Sénégal et qu'il paye les amendes de 138 milliards? Ça vaut le coup, non, d'une candidature à l'élection présidentielle? Est-ce que vous êtes prêts à payer cette amende? Nous, d'abord, nous, vous savez bien que nous, PDS, nous n'avons pas cet argent-là. Hein. Vous le savez, Karim aussi n'a pas cet argent-là. Bon, comme vous avez dit combien de milliards encore? 138 milliards. Bon, où Karim va les trouver, ces 138 milliards? Bon, donc ils savent bien que Karim ne l'a pas, que nous ne l'avons pas. Pour la candidature de Karim, c'est le PDS, hein, en tant que parti qui a déposé la caution.
Donc nous allons travailler à l'accueillir. Et l'accueillir, pour nous, c'est pas un accueil c'est pas la fête, hein. C'est en tenue de combat qu'on va l'accueillir, hein. C'est-à-dire, je veux dire que on va se battre très 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 clairement, hein. On va se battre. Il faut pouvoir l'accueillir. Il faut manifester. Il faut l'accueillir par milliers, par centaines de milliers. Comme Abdoulaye Wade en 99, à la veille de l'élection de 2000, présidentielle 2000. Nous, on était là à l'accueillir en 99, président Abdoulaye Wade. Oui, on était là, mais on est prêt aujourd'hui à accueillir le président Karim Meïssa Wade, parce que aussi, vous savez, quand vous avez vu les parrainages là, partout où on va, les Sénégalaises, les Sénégalais. Vous en avez récolté combien, les parrainages? Nous avons, en tout et pour tout, ça fera dans le million, hein, c'était 900 et quelques mille, donc dans le million de parrainages récupérés dans tous les départements, dans toutes les communes du Sénégal. Il n'y a pas une région où on n'a pas dépassé très largement les objectifs. Toutes les régions ont dépassé très largement les objectifs. Donc vraiment, ces millions de Sénégalais, ces millions de parrains là, au moins si la moitié venait accueillir le président Karim Wade, ce serait un événement important dans la redéfinition du jeu politique au Sénégal. Omar Sarr, le secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais, coordinateur de ce même parti, coordinateur national. Nos auditeurs ont réagi dès l'annonce de votre venue à cette émission via les réseaux sociaux. Et cette question qui est revenue souvent de la part de nos auditeurs, et si la candidature de Karim Wade est invalidée par le Conseil constitutionnel, le PDS va-t-il reporter ses voix sur un autre candidat? Mais d'abord, nous battons, nous l'avons dit clairement, nous nous battons pour que le Conseil constitutionnel ne puisse pas invalider la candidature de Karim Meïssa Wade. Vous savez pourquoi, entre autres, nous n'avons jamais eu de plan B? Parce que dès le moment que vous avez un plan B, en réalité, vous avez laissé tomber le plan A. Si on avait un plan B en disant serait X ou Y, tout le monde va se tourner vers ce X ou Y là et laisser tomber notre combat principal, qui est de faire en sorte que la candidature soit acceptée. Parce que pour nous, selon la Constitution et selon la loi, la candidature de Karim Wade doit passer. Donc, et si elle ne passe pas, Omar Sarr, il faudra bien que le PDS prenne une décision. Oui, à ce moment-là, on verra. Mais nous avons dit jusqu'à aujourd'hui, ce que nous disons, on se battra jusqu'au bout, et pour nous, il ne doit pas y avoir d'élection si Karim Meïssa Wade n'est pas candidat. Ah bon? Ah oui? Parce que c'est la bataille pour la démocratie. Vous allez bloquer le processus, bloquer le pays? Mais il faut bloquer ceux qui veulent détruire le pays. Parce que le pays marche parce qu'il y a la démocratie. On a fondé depuis des années et des années. Le pays marche parce qu'il y a des alternances. Parce qu'il y a des votes. On ne peut pas éliminer comme ça des candidats parce que ces candidats-là sont gênants pour soi. On ne peut pas. On doit l'interdire. Et cette bataille pour l'interdiction là de ce laisser-faire, cette bataille-là doit continuer sous une forme différente. Votre message est clair, Omar Sarr. Si Karim Wade n'est pas candidat à cette présidentielle, il n'y aura pas d'élection. Nous nous battrons pour qu'il n'y ait pas d'élection. Nous nous battrons pour qu'il y ait une élection avec Karim Wade, et nous battrons pour qu'il y ait une élection avec Khalifa Ababacar Sall et tous les candidats qui veulent vraiment se positionner et qui ont des propositions pour le Sénégal. Il y a Madi Kenya qui se présente, qui se réclame toujours du PDS. Vous y pensez? Madi Kenya, pour nous, il n'est plus membre du PDS, mais il se réclame toujours du PDS. Mais nous considérons qu'il n'est plus membre du PDS du fait de son choix. Et le processus électoral, Omar Sarr, on y arrive. Vous parlez de fichier électoral non fiable. Vous êtes un homme en la matière qui a le profil pour parler de ça. Parce que vous êtes titulaire d'un doctorat en spécialité informatique de l'université Pierre et Marie Curie de Paris, avec mention très honorable. Et vous êtes ingénieur et informaticien de l'École nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise à Paris aussi. Question, comment peut-on manipuler aujourd'hui un fichier électoral et le corrompre? Oui, bon, d'abord, vous parlez du processus électoral. De manière générale, je fais du processus électoral, je veux quand même dire quelques mots sur le processus électoral et sur les revendications que nous avons.
c'est vrai que parmi ces revendications, il y a le fichier électoral. Nous voulons notamment l'auditer, savoir exactement ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas dans le fichier électoral. Est-ce que les Sénégalais qui sont inscrits dans ce fichier-là devaient s'y trouver ou pas? Est-ce que nous devons donc regarder à fond le fichier électoral. Ça, nous l'avons demandé à faire un audit. Et depuis longtemps, nous avons demandé un audit. Dans les dernières semaines, nous avons même demandé, moins qu'un audit, nous avons demandé un accès pour pouvoir regarder le fichier électoral et nous n'avons pas pu l'obtenir. Alors que sous Wade, sous Diouf, nous avions eu accès, moi, en tant que responsable aussi du PDS chargé des élections, j'avais eu tout le temps accès au niveau du fichier électoral et nous avions quand même pu permettre des élections apaisées. Et aujourd'hui, le gouvernement nous le refuse à l'opposition. Nous avions demandé qu'il y ait une personnalité neutre pour pouvoir organiser les élections. Diouf l'avait fait avec le général Cissé. Wade l'avait fait avec d'abord le général Niang, ensuite après avec le directeur général, l'ancien directeur général, DGE. Lui, il ne veut pas le faire. Il prend aujourd'hui Aly Ngouille Ndiaye, qui est ministre de l'Intérieur, maire APR de Linguère, et ensuite, vous l'avez vu dans les télévisions, il a dit que lui, il se bat. Il ne se bat pas pour qu'il y ait une élection transparente, il se bat pour que Macky Sall soit réélu. Dans ces conditions, nous avons dit qu'il n'est pas possible d'organiser des élections avec cet homme-là, puisqu'il a dit exactement ce qu'il voulait. Nous sommes dans une situation difficile pour le Sénégal, parce que si eux, ils continuent leur train, s'ils continuent leur démarche, ils parviennent à mettre en œuvre, disons, le processus, ça veut dire que la démocratie au Sénégal. Qu'allez-vous faire? Descendre dans la rue pour protester? Nous allons descendre. Déjà aujourd'hui, je pense que le 28, donc le vendredi prochain, il y a une grande manifestation. Le 29 aussi, il y a une grande manifestation. Donc il y a des manifestations organisées par l'opposition. Ensuite, il y aura d'autres formes d'action. Il y aura d'autres formes d'action à partir de là, parce qu'aussi, il faut que nous nous fassions entendre. Et tout le peuple, tous les segments du peuple vont agir, chacun à sa manière. En face, on a l'impression d'avoir un homme qui n'a pas froid aux yeux, qui met de l'opposant en prison sans broncher. Hein. Nous aussi, on n'a pas froid aux yeux. On va aller jusqu'au bout de nos dires. Hein. On va aller jusqu'au bout. Et nous allons nous battre. Parce que nous ne battons pas pour nous, nous battons pour le Sénégal, nous battons pour l'Afrique, pour la démocratie. Et sans démocratie, on n'est rien. Donc nous allons continuer à nous battre. Pourquoi le PDS n'a pas adhéré à la pose de la plateforme opérationnelle pour la sécurisation des élections? Un problème particulier avec l'initiateur de cette plateforme, Mamadama Gueye, qui a été un militant de la reddition des comptes, un militant de la lutte contre l'enrichissement illicite. C'était Karim Wade d'ailleurs à l'époque, à votre chute. Oui, nous sommes pour la reddition des comptes. Nous avons toujours été pour la reddition des comptes. Hein, et nous sommes, nous sommes contre tout enrichissement qui serait illicite. Hein. Bon, maintenant, la manière dont ils ont remis sur pied la loi, dont ils ont monté une cabale contre Karim Wade, ça c'est un autre problème. Ça n'a rien à voir avec... Et la pause, vous n'adhérez pas, pourquoi? Parce qu'en réalité, nous avons dit que nous avons là des priorités, hein. Nous avons des priorités, mais notre priorité d'abord, c'est l'accueil de Karim Meïssa Wade, hein. Donc notre priorité, c'est essayer d'imposer les candidatures de Karim Wade, les candidatures de Khalifa Ababacar Sall, les candidatures de tous les candidats là qu'on veut éliminer par un parrainage là. Donc nous avons ce problème-là et nous n'allons pas aujourd'hui discuter de bureaux de vote et autres. Nous allons d'abord nous battre sur ces questions-là. Bon, maintenant, je pense que c'est un des éléments pour lesquels nous n'avons pas. Et puis, je pense que cette plateforme aussi est prise en charge en totalité pratiquement par le front, par la FRN. Qui organise des manifestations cette fin de mois de décembre. Oui. C'est bien ça. Oui. On en vient, il nous reste quelques minutes, Omar Sarr, au bilan de Macky Sall.
Il dit qu'il a un bon bilan. Il rentre de Paris avec des promesses d'investissement des partenaires financiers du Sénégal. Le groupe consultatif pour le Sénégal qui s'est déroulé cette semaine en France, 8 000 milliards presque obtenus en engagement par le Sénégal auprès de ses bailleurs de fonds. Votre commentaire? D'abord, je pense que nous avons eu un problème par rapport à la tenue de ce groupe consultatif. Nous avions écrit, nous en tant qu'opposition, nous avions écrit aux bailleurs, nous en tant qu'opposition. Ensuite, Karim Wade a écrit, lui en tant que candidat. Oui, pour demander que les bailleurs ne s'engagent pas. Pour demander à ce que Macky Sall finisse son mandat. Non, pour demander à ce qu'il y ait un audit au préalable, un audit de des engagements antérieurs, pour voir ce qu'ils ont fait. Parce que quand même, il y a des éléments assez étonnants dans ces réalisations, notamment la corruption. Les bailleurs de fonds, ce ne sont pas des gens qui balancent de l'argent comme ça. Ils ont des outils qui permettent justement de faire le travail de ce que vous réclamez. Non, bon, d'abord, quand nous avons, quand on regarde la réponse de la Banque mondiale, on voit que eux, ils disent que c'est le gouvernement qui choisit ces dates. Donc c'est le gouvernement qui a bien choisi ces dates-là, c'est pas eux. C'est le gouvernement qui a choisi ces dates. Maintenant, il y a un contexte. Mais maintenant, nous, on regarde les chiffres, comme eux peuvent regarder les chiffres. On regarde l'indice de développement sur les 188 pays, 189 pays. Le Sénégal est 170 dans ce classement-là. On regarde les taux de croissance. Chaque fois, ils en parlent, les taux de croissance du PIB. Aujourd'hui, nous avons une baisse tendancielle de ces taux de croissance, ça c'est aussi la réalité. Nous regardons, l'FMI insiste sur ces questions-là, nous regardons le taux d'endettement qui est aujourd'hui de l'ordre par rapport au PIB de 59, plus de 59% et qui peut aller à 100% en 2020. Nous regardons cette situation de la pauvreté qui est là. Ces étudiants, Karim Wade en parle dans sa lettre, ces étudiants qui sortent avec le diplôme mais qui n'ont pas d'emploi, ces jeunes qui vivent dans la pauvreté absolue. Nous regardons ce pays réel-là. Et quand Macky Sall dit qu'il a un bilan positif, nous disons bilan positif où? C'est dans ce Sénégal-là ou c'est dans un Sénégal qui est un Sénégal sur ordinateur? Mais dans le Sénégal réel, là, aujourd'hui, nous avons un Sénégal très, très, très difficile, très, très pauvre, très appauvri par ces 7 ans du régime de Macky Sall. Et c'est ça la réalité. Maintenant que le pétrole, tout le monde le sait, en perspective, il y a ces 3 milliards de barils de pétrole qui sont prévus pour le Sénégal et on parle de plus de 50 milliards de dollars qui vont arriver dans l'économie sénégalaise. Par rapport à cela, c'est normal qu'il y ait quand même... un enthousiasme autour du Sénégal. Oui, il y a des recettes en vue, ça c'est clair. Mais chaque fois que quand même l'État du Sénégal a eu organisé ces rounds-là, c'est fini. Oui. Ah bon, il reste 30 secondes. 30 secondes. Bon, mais chaque fois que Souad aussi, on avait totalement dépassé les prévisions au départ. Souyouf aussi, il y avait des dépassements de prévisions. Rien de nouveau. Rien de nouveau, mais il y a la situation où on pense que l'industrie gazière et pétrolière peut apporter des atouts nouveaux pour le Sénégal. Merci Omar Sarr d'être venu au grand jury. Vous êtes le secrétaire général adjoint du PDS, coordinateur national du Parti démocratique sénégalais.